Je vais maintenant laisser la parole à Madame Claude Casellas, qui est enseignante-chercheur à l'Université de Montpellier et qui est également évaluatrice de projets depuis le FP6. Merci de m'avoir invité et je m'excuse, je n'ai pas préparé de diapo parce que je me suis dit il y a plein de questions sur lesquelles je pense pouvoir plutôt répondre également. Et je vais essayer également de ne pas trop prendre la place de l'évaluateur industriel qui, vous allez voir, il y a une complémentarité et puis une modification dans les profils H2020 qui est claire et qui fait participer d'une manière assez importante cette complémentarité entre les différents domaines. On l'a dit, je le redis, le maître mot de H2020, c'est innovation. Innovation, ça a été quelque chose vraiment qui est au-dessus de ce que c'était avant, recherche et innovation pour le FP7 par exemple. Mais cette innovation, elle n'est pas uniquement technologique, elle peut être également non technologique. Et tous les aspects qui ont été présentés font partie de ça, c'est-à-dire comment on peut réellement travailler ensemble pour innover, notamment pour la société. Et donc cet aspect-là est important. Les appels H2020 se veulent beaucoup moins dirigistes, donc ils ne donnent pas les domaines dans lesquels on doit travailler, mais ils laissent la place aux idées que chacun veut soumettre. Ça également c'est important, mais ça ajoute de la difficulté dans l'expertise parce qu'il y a une diversité de projets qui peut aller au-delà de la spécialisation des experts, mais il y a toujours un groupe d'experts qui est bien choisi, bien équilibré pour avoir une vision juste des différents programmes. Mais ça également, c'est un point qui me semblait important à souligner. Ça a été dit, je le répète, l'objectif c'est renforcer la capacité d'innovation et de pénétration sur le marché des résultats de recherche et stimuler la compétitivité et la croissance. Donc vous voyez, tous ces mots-là sont dans le langage du H2020. Je suis dans le domaine de l'eau et plus spécifiquement pour l'eau, je voulais également le signaler parce que ça vous donne un peu le ton. L'eau a été choisie comme une priorité particulière. On a des programmes spécificaux dans le programme de travail 2014-2015 en raison de son important potentiel d'opportunités d'affaires et la création d'emplois tout en abordant d'importants défis en matière d'efficacité des ressources. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette logique-là. Donc les profils des évaluateurs également ont évolué dans ce sens. Dans les rubriques que vous avez vues, il y a 3 rubriques, une l'excellence, l'autre l'impact, mais l'impact prend une importance qui est notable. À savoir, on s'est retrouvés dans plusieurs d'entre nous, on a fait remonter à des modérateurs, parce que ça également, vous n'en avez peut-être pas parlé, mais dans les groupes d'experts, quand on est aux réunions de consensus, il y a un modérateur qui est là, qui est beaucoup plus pour... non, c'est pas modérateur, observateur. Voilà, l'observateur. Un observateur qui est là pour nous demander un petit peu comment se passe le processus, si on a des remontées par rapport à des questions, etc. Et ça en faisait partie, à savoir, dans Excellence, il y a une rubrique qui dit projet ambitieux, innovant et va au-delà de l'état de l'art. Et dans l'impact, renforcement de la capacité d'innovation et intégration de nouvelles connaissances. Donc honnêtement, on leur disait, on donne 2 fois un poids supplémentaire à l'impact.
Je ne sais pas si ça a été modifié, mais je sais que ça a été, en fait, dans les rédactions, ça se ressentait bien. Il y avait des répétitions parce que comment expliquer, commencer par état de l'art pour arriver à innovation ou partir d'innovation pour acquérir de nouvelles connaissances. C'est un exercice que savent faire très bien les entreprises ou les porteurs de projets qui ont l'habitude de rédiger. Et ce qui a été dit, je tiens à le redire également, on a également une attention particulière auprès des projets qui ne sont pas formatés, parce qu'il y a vraiment, on le voit, hein, il y a un formatage projet qui est très clair. Et les projets qui n'ont pas cette expérience-là, on regarde sur le fond pour savoir si ce projet peut continuer à être compétitif. Donc ça également, on en tient compte. Et c'est vrai, ça existe, et dans tous les cas, même quand on en tient compte, c'est quand même assez pénalisant pour ces projets-là, parce que en fait, dans la rédaction de nos rapports, les projets bien ficelés donnent la grille déjà de lecture de l'évaluateur. Hein. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc la diversité des acteurs est importante, on l'a dit, des scientifiques, des industriels, des PME, les partenaires sociaux, les parties intéressées. Et par contre, moi, dans l'expérience que j'ai eue, il y avait également, par rapport à la question qui était posée, s'il y a un profil de partenaires ou de projets gagnants, ben, il y a eu des projets qui avaient très peu de partenaires et qui ont été financés parce qu'il y avait de l'innovation par rapport à un procédé. Hein, et ça aboutit. Et ça aboutit après une réunion de consensus assez, avec des échanges assez poussés, mais il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait un profil plus de partenaires, c'est plus gagnant. Non. Mais par contre, c'est clair que le côté faire participer des partenaires dans les domaines, notamment SHS, société, et également établissement public qui est important. Dans l'appel que j'ai évalué, c'était le 1A, Water 1A, il y avait deux étapes. Donc la première étape, c'est déjà, on nous dit d'éliminer ce qui risque de ne pas passer. Et à la deuxième étape, c'est l'évaluation avec la réunion de consensus. Et là, c'était avec un moteur, c'est le TRL. J'ai découvert ça et je me suis penchée là-dessus et on en a tenu compte, bien sûr, d'une manière très forte. Technology Readiness Level. C'est vraiment donc on parlait de démonstrateurs. Dans ce projet-là, c'était même pas suffisant. Il fallait qu'on soit sur les derniers pas avant de mettre sur le marché. Donc il y a tout un code de TRL qui part du TRL1 qui est de la recherche fondamentale, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de projets qui sont dans cette zone-là. Hein, et ça va jusqu'à 9. Voilà. Donc c'est un point également qui est pris en compte. Donc, je répète, innovation, même sociale, soutien à des approches de normalisation peuvent également faire partie de ces projets.
Je vous ai dit pour excellence, on a vu les critères, mais les deux aspects qui se recoupent entre impact et excellence. Et ce qui a été dit, je le répète également, on doit également situer son projet dans les enjeux du marché européen, mais également mondiaux, comme par exemple, j'ai fini. La sous-traitance est un point également, il faut faire attention quand il y a de la sous-traitance, qu'elle ne soit pas sur des points fondamentaux du projet. Ça, c'est également important. Et comme il n'y a pas de phase de négociation, nous, on nous demande de ne pas, je veux dire, d'être assez tranchant pour pouvoir classer et il n'y ait pas de recommandation. Donc, dans les évaluations que j'ai faites, en résumé, je dirais que le rôle des académiques est beaucoup plus limité que ce que c'était dans le FP7. À savoir, nous aussi, on doit faire un bon choix de réponse, d'accepter de participer pour ne pas uniquement être la garantie académique du consortium, non pas du consortium, du groupe d'experts. Voilà. Et ce que j'ai vu également, qu'il y avait peu de rapporteurs, de porteurs de projets académiques. Donc, ça, c'est les évaluations qualitatives. Et le rapport de consensus que l'on rédige est fait pour pouvoir répondre aux questions, qu'est-ce qui n'allait pas vraiment dans les projets. On travaille beaucoup plus sur les projets qui étaient limites pour pouvoir donner une idée de leurs chances futures, mais pas de recommandations. Et les conseils inclure les entreprises, valoriser auprès des parties intéressées, mieux les inclure, c'est mettre en avant l'innovation plus que la recherche. Mais bon, j'ai du mal à sortir ça. Merci pour cette claire démonstration du poids que prend le mot innovation dans le duo recherche et innovation aujourd'hui dans les projets, tant au niveau du consortium que de la structure même du projet et de sa construction. Est-ce qu'il y a des clarifications immédiates à apporter, notamment sur la partie TRL, non? Est-ce que tout le monde est au clair avec ces fameuses TRL dont on a bien compris que si on n'était pas dans le bon créneau. Alors justement, c'est quoi le créneau? Alors, chaque appel. C'est des projets, il faut être plutôt entre TRL 4 et 7 ou 5 et 8 Oui, en fait, dans les appels, on vous le dit. À savoir, il y a des appels qui sont beaucoup plus demandeurs de TRL près du marché. D'autres qui peuvent se dire, on est dans plutôt les démonstrateurs et le côté préparation à la mise sur le marché plutôt que les dernières étapes. Mais dans l'appel à projet, on vous donne les limites de TRL qui doivent être respectées. Systématiquement, oui, dans les appels à projet, explicitement, vous avez mentionné la TRL de départ et la TRL d'arrivée en général. Ça, c'est une première indication. La deuxième, c'est que vous avez, ça vous le savez sûrement, deux types de projets. Dans H2020, en tout cas les projets standards, on va dire, les IA, les fameuses Innovation Action et les RIA, Research and Innovation Action. Les premières IA étant censées être plus proches du marché, plus aval, donc on va dire une TRL 6 peut-être et au-delà, quoique ça ne soit pas une règle absolue, et les projets RIA étant peut-être plutôt en dessous de la TRL 6. Voilà. Vous avez ces deux types d'indications. Une petite question sur les TRL, comment vous faites pour juger de la véracité de ce que le projet affiche? Il dit, voilà, moi je suis TRL 5-6, comment vous faites pour juger ça? Il y a les résultats avant. Hein. Les productions, elles peuvent ne pas être des publications uniquement scientifiques, mais il y a tout le travail qui a été validé par le projet.
mais il y a également des parties où il y a des brevets qui ont été déposés, qui peuvent avoir été déposés dans d'autres pays et en Europe on veut les développer. Donc on regarde tous ces aspects-là. Mais c'est clair que ce consortium d'experts est fait avec un équilibre et une participation assez importante du privé qui permet également d'avoir une meilleure vision que la mienne, par exemple.